contre 1. Les exercices seront démontrés par les Rebelles Pee-Wee AA de Laval, Montréal, accompagnés de joueuses de l'équipe des Canadiennes de Montréal. Our next segment will cover one-on-ones. Please welcome the Laval Montréal Pee-Wee AA Rebels and players from the Montreal Canadiennes professional team. Donc, le temps que les joueuses arrivent. Donc, rebonjour tout le monde. On est ensemble jusqu'à 14h45. Et comme premier segment, on va travailler les situations 1 contre 1. Je suis accompagné de l'entraîneur-chef des Canadiennes de Montréal, M. Danny Brunette. Danny, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour le prochain 20 minutes, on va travailler surtout sur quel élément? Bien, on va travailler sur les éléments de situation en espace restreint à 1 contre 1. Puis aussi, on va voir un peu de 1 contre 1 pleine glace. Donc, comme ce matin, je vais laisser le micro aux mains de notre entraîneur invité et au fur et à mesure du 20 minutes, il va vous donner des conseils, il va préciser des situations. Donc, je vous laisse en de bonnes mains avec Danny. Merci. On est prêt pour la démo? 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 Encore bonjour à tous. Écoutez, on va commencer chaque exercice. En démo, on a des joueuses des Canadiennes de Montréal. Le premier exercice, on place une rondelle derrière la ligne des buts. Puis, c'est une situation de course. Évidemment, la première joueuse qui récupère la rondelle devient avantagée. Cette dernière est offensive. L'autre joueuse devient une joueuse défensive. Si elle réussit à récupérer la rondelle, elle peut attaquer le filet puis aller marquer. D'une situation de course, ce qui est important, c'est d'être capable de prendre l'avantage au départ. Si on peut arriver premier sur la rondelle, bien évidemment, on devient joueur défensif. C'est important de bien connaître ses forces. Si j'ai de la vitesse, si je suis une joueuse qui est rapide, je peux me dépêcher et récupérer la rondelle. Si physiquement, j'ai un avantage sur les autres joueuses, bien, je peux prendre contact à ce moment-là, utiliser mon corps, mes bras, pour pouvoir protéger la rondelle puis récupérer la rondelle. En espace restreint, au niveau défensif, ce qui est important, c'est d'être stable sur patin, puis d'avoir un bon positionnement de corps. Ton corps doit être toujours positionné entre le filet et la joueuse qui a la rondelle. Je parle toujours au niveau défensif. C'est important aussi d'utiliser son bâton. Le bâton est un outil excessivement important, d'accord, pour jouer les situations à 1 contre 1. Pleine extension sur la rondelle. Le premier contact lors d'une lutte à 1 contre 1, le premier contact, c'est avec la palette sur la rondelle. Ensuite, défensivement, en espace restreint, c'est important d'utiliser sa main libre. Trop souvent, il y a des joueurs ou des joueuses qui jouent des situations de 1 contre 1 puis qui ont la main sur le côté. La main libre va permettre d'orienter et de contenir l'adversaire. Soyez certain de réduire l'écart rapidement pour donner le moins de temps et d'espace possible à l'adversaire. Au niveau offensif, du moment où on touche à la rondelle, au niveau offensif, faites sûr que les pieds sont en mouvement. Si les pieds ne sont pas en mouvement, on devient une cible facile à jouer. Donc, on touche à la rondelle, les pieds bougent. Soyez capable de bien protéger la rondelle. Le corps doit être positionné entre la rondelle et le joueur qui met la pression. Restez en mouvement. Éloignez la rondelle le plus possible de la pression, d'accord? Puis faire sûr d'être en équilibre sur patin. Offensivement, protection de rondelle, c'est important de regarder par-dessus son épaule pour être capable de bien lire la pression, être capable de bien lire d'une situation de match ses coéquipières pour pouvoir remettre la rondelle puis être capable
d'exploiter l'espace libre, de lire l'espace libre sur la glace. On va passer à un autre exercice. Switch 1 contre 1 du coin. Parfait. OK. 1 contre 1 du coin. Le prochain exercice, situation de 1 contre 1 du coin de patinoire en possession de la rondelle. Au niveau défensif, ce qui est important, c'est de réduire l'écart le plus rapidement possible. Il faut quand même faire attention. Un joueur qui est en contrôle de la rondelle, si on arrive trop rapidement, le joueur en défensive peut se faire battre. Donc, il est possible d'aller rapidement sur le joueur. Deux, trois longueurs de bâton avant d'arriver, on ralentit. Souvent, ça va se faire d'un mouvement de patin pour être capable de combler l'espace vite rapidement, puis pas arriver trop rapidement sur la joueuse offensive. Fait que si on a une passe one touch, on s'assure de rester défensivement à la position défensive. Le bâton est sur la palette. Le bâton est sur la palette, la main libre est en avant pour contenir. Si la joueuse est de dos, on contient avec la main libre sur les hanches. Si la joueuse est de face, on contient avec la main libre dans la poitrine. Pour la joueuse défensive, réduire l'écart, bâton en avant. Juste éviter de reculer pour ne pas donner de l'espace comme on vient de voir. C'est important de toujours mettre de la pression sur l'adversaire. L'approche en angle. Okay. Ce qui est important, c'est qu'on va éloigner l'adversaire de notre filet. Au niveau de l'approche en angle, elle va se réduire tout simplement à un positionnement d'épaule. Donc, je veux éloigner l'adversaire, la joueuse offensive, de mon filet. Je vais positionner... Juste une seconde. OK. Juste une seconde, les filles. OK, je vais positionner mon épaule. On va me montrer, faire une petite démonstration ici. On va parler de la joueuse défensive pour une approche en angle. Okay. Si ma joueuse, son épaule intérieure est vis-à-vis l'épaule extérieure, automatiquement, je vais donner de l'espace libre pour qu'elle puisse rentrer au filet. Juste d'un positionnement de corps, je vais me déplacer un petit peu. Déplace-toi ici, qui va faire qu'en approche au porteur, je vais forcer l'adversaire à aller vers l'extérieur. Palette sur la rondelle, main haute, prête à contenir. Go! Go! On comble l'espace rapidement, une main sur le bâton, rester en position défensive. Ce qui est important, de jouer ce qu'on appelle l'homme. Okay? Pour bien jouer l'homme, certaines personnes regardent les épaules, la tête. Moi, de mon côté, je préfère regarder à la hauteur du nombril. Les épaules, la tête peuvent donner de la fausse information qui vont faire que ma joueuse peut se faire déjouer. Elle peut juste faire un mauvais geste sur patin, puis la joueuse offensive peut prendre l'avantage. Prochain exercice. Next. Rondelle libre au H. Rondelle libre au H. Roule. Rondelle libre au H. Prochain exercice. Rondelle libre au H. OK, c'est... OK. Ils passent. D'accord? On place une rondelle. Ils font ça. Ils remontent. Un genre de 8, un demi-8. Prochain exercice. Une situation de miroir où est-ce que la joueuse défensivement suit la joueuse offensive qui va récupérer la rondelle à la hauteur des haches. Bien évidemment, en même temps, ça permet de voir l'agilité sur patin des joueuses, autant offensivement que défensivement. Ce qui est important pour la joueuse défensive, c'est de bouger ses pieds rapidement, d'être capable de sortir des coins. Comme j'ai mentionné auparavant, si tes pieds sont immobiles, tu deviens une cible facile. La première chose importante à faire défensivement, on a parlé que le premier contact était avec le bâton, mais dépendamment de votre catégorie, si vous avez le droit des mises en échec ou des contacts physiques,
le deuxième contact, on doit utiliser notre corps, créer un déséquilibre chez l'adversaire, amener l'adversaire le long de la bande. Puis au niveau tactique, par la suite, qu'est-ce qui se produit? On appelle ça un shrink. Les joueurs se rapprochent rapidement pour créer un surnombre défensif pour pouvoir faire la transition. C'est important de noter, lorsqu'on fait des exercices en zone défensive, souvent on n'a pas de support au niveau de la transition. On fait des exercices en zone défensive où le joueur offensif, celui qui était défensif, récupère la rondelle, va réattaquer le filet. On veut recréer des situations de match le plus possible. La réalité est que dans un match de hockey, c'est plutôt rare qu'un joueur défensif récupère la rondelle et va attaquer son même filet. Ce qui est important d'ajouter, c'est des supports, des joueuses qui se démarquent pour pouvoir faire la transition. Souvent, on dit « Ah, il me semble qu'on a des problèmes au niveau de notre transition. » D'accord, mais il faut l'inclure dans nos exercices. Fait que oui, il y a des situations de bataille à 1 contre 1, mais il faut inclure aussi des joueuses pour la transition, si on veut améliorer cet aspect-là de la partie de hockey. On va évaluer la situation ici à votre droite. La rondelle est libre, la joueuse défensivement fait sûr de ne pas donner d'espace. Une main sur le bâton, la main haute, la main libre est haute. Lorsqu'on voit les numéros, d'accord? Lorsque la joueuse n'est pas en plein contrôle de la rondelle, lorsqu'on voit les numéros, faites sûr de mettre énormément de pression. La joueuse offensive devient vulnérable. Positionnement de corps. On a vu la joueuse défensive qui est allée de l'autre côté. Son corps n'était plus du côté défensif. Donc, la joueuse s'est dirigée facilement à exploiter l'espace libre offensivement pour se rendre au filet. Offensivement, encore là, faites sûr de garder les pieds en mouvement. Souvent, il y a des joueurs ou des joueuses qui sont en possession de la rondelle. La rondelle est loin. Tout simplement, on regarde par-dessus l'épaule, la position de base est bonne, sauf que les pieds ne bougent pas. On l'a parlé tantôt, on l'a dit. Faites sûr d'avoir les pieds en mouvement si offensivement ou même défensivement, vous voulez être capable d'être difficile à jouer. Prochain exercice, full ice. Full ice. Prochain exercice, on va virer à bleu, on va virer à rouge. Good, les petites filles. Je vais virer à rouge, je viens virer à bleu, on comprend? C'est à longueur. OK, pour la suite, on va voir la situation 1 contre 1 sur la longueur. Encore là, au niveau défensif, ce qui est important, c'est l'écart. L'exercice qu'on va faire ne nous permettra pas de le voir parce que ce n'est pas tout à fait pleine glace, mais c'est important d'avoir des bons points de repère sur la glace qui vont nous permettre d'éviter de donner trop d'espace lorsqu'on va jouer contre un défensif, contre une entrée de zone. OK. Donc, pour l'exercice, la joueuse défensive va faire un virage serré à la ligne des buts. La joueuse offensive vient faire un virage serré à la ligne bleue. C'est important pour la joueuse défensive de venir combler l'écart rapidement, réduire le temps et l'espace toujours de la porteuse de l'adversaire. Une autre situation qui est importante dans une situation de 1 contre 1 pleine glace, c'est le positionnement. Faites sûr que vos joueuses ou vos joueurs de hockey, lorsqu'ils font la transition avant-arrière, soient toujours de l'extérieur vers l'intérieur de la glace, pour s'assurer d'avoir un bon positionnement au départ. Si l'inverse se crée, si vos joueuses passent de patinage avant à patinage arrière pleine glace de l'intérieur vers l'extérieur, ça va ouvrir le centre de glace, puis à partir de ce moment-là, vous risquez de donner des surnombres. Donc, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Au niveau défensif, le bâton doit être pleine extension en avant de soi
sur la rondelle. Encore là, la main libre est excessivement importante pour pouvoir contrer, pour pouvoir orienter la joueuse en offensive. Faites sûr d'avoir le bâton sur la rondelle. Ce qui est Ouais. Offensivement, au niveau d'une situation sur la longueur, c'est important de regarder le positionnement du joueur défensif. C'est important pour prendre une bonne décision de regarder est-ce que j'ai de l'espace libre en avant du défenseur? Est-ce que j'ai de l'espace libre en arrière? C'est important aussi d'avoir beaucoup de vitesse lorsqu'on attaque à 1 contre 1 et de bien protéger sa rondelle pour ne pas donner de revirement. Être à l'affût aussi d'un défenseur qui croise. S'il y a un défenseur qui croise ou avec son bâton fait des mouvements est-ouest, devient en déséquilibre. Donc, la joueuse ou le joueur offensif doit regarder tous ces petits détails-là. Si j'ai de l'espace en avant de moi, ce que je vais faire, sûrement que je vais utiliser un lancer avec un écran. Après, je vais me diriger vers le filet. Si je n'ai pas d'espace en avant de moi, d'accord, je vais tenter de déjouer, peut-être dans le triangle, dépendamment s'il y a un croisement de patins ou des coups de bâton est-ouest, si je sens qu'il y a un déséquilibre sur la joueuse ou le joueur défensif. Sinon, je peux contourner. Faites sûr qu'en contournant, c'est important de changer de vitesse puis bien protéger sa rondelle. Dans le doute, dans une situation 1 contre 1, si je sens que je ne peux pas prendre l'avantage sur un joueur ou une joueuse, je fais juste placer la rondelle derrière ce dernier ou cette dernière pour ensuite récupérer. Le bâton, OK? Une main sur le bâton. Toute situation à 1 contre 1 demande une main sur le bâton pour le premier contact. Par la suite, après qu'il y a eu un contact physique, on prend 2 mains sur notre bâton pour pouvoir gagner notre espace sur la glace. On parle défensivement. C'est important d'être en équilibre sur patin, d'être un bon patineur, d'avoir un bon bâton. C'est un terme qu'on utilise souvent dans le monde du hockey. Avoir un bon bâton, le bâton au bon endroit, en pleine extension, puis la main libre. Avec ces outils-là, je devrais être efficace pour bien jouer défensivement et récupérer les rondelles libres. Alors, j'invite les joueuses à venir nous rejoindre au centre de la glace pour la conclusion avec Danny. Alors, Danny, dans les explications, vous a donné plusieurs points importants dans le 1 contre 1, mais je vais quand même lui demander, dans la minute et 30 secondes qui nous reste, de conclure avec encore quelques conseils ou éléments clés à respecter dans le 1 contre 1. C'est vraiment important. Les situations de 1 contre 1, c'est cliché, on le dit souvent, mais c'est possiblement les situations les plus importantes dans le monde du hockey. Les instructeurs, on est tous des gens de chiffres. On fait juste regarder dans les journaux comment est-ce que c'est détaillé aujourd'hui, les lancers, les revirements, les chances de marquer, d'accord? Mais il manque un élément excessivement important qui sont des 1 contre 1. Les situations 1 contre 1, autant offensives que défensives, ça doit être les plus nombreuses, si vous prenez le temps de les calculer, d'un match de hockey. C'est pour ça qu'ils sont excessivement importantes. Donc, je vous suggère de les travailler à chaque entraînement, au minimum une fois. Sur ce, je voudrais en profiter pour remercier les joueuses des Canadiennes de Montréal. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont ici, ils donnent de leur temps, puis on joue en fin de journée à Étienne Desmarteaux. Donc, c'est exceptionnel qu'ils soient ici comme démo pour nous. Puis surtout, je voudrais remercier l'équipe de Laval, les Rebelles, puis oui, 2A féminin. Vous pouvez vous retourner pour votre dernière photo en groupe comme ça. Alors, je remercie Danny Brunet et on va lui souhaiter une bonne saison avec les Canadiennes de Montréal qui portent fièrement maintenant les couleurs des Canadiens. Donc, bonne saison à Danny et encore une fois, merci beaucoup.
Nouveauté cette année, on va toucher un aspect que l'on n'a pas fait dans les 12 premières éditions, mais quelque chose qui, malheureusement, fait partie du sport, les blessures. Afin de nous en parler, j'inviterai Vincent Rouf-Racine, thérapeute sportif adjoint des Canadiens, à venir vous adresser quelques mots. We'll now discuss injuries during a game. Please welcome Vincent Rouf-Racine, Canadians' assistant athletic therapist. Bonjour à tous. Donc, mon nom c'est Vincent, je suis assistant thérapeute ici pour le Canadien. Comme vous avez pu voir pendant le courant de l'avant-midi, nos tâches sont un petit peu... il y a beaucoup de tâches auxquelles faut qu'on fasse pendant une journée ou bien pendant les matchs. Ce matin, on était ici en train de pratiquer quelques scénarios d'urgence. Exemple, s'il y a des situations qui arrivent au banc des punitions, si on a évacué un joueur ou même au banc adverse ou des trucs comme ça. Ensuite de ça, vous avez vu que je faisais de la rehab avec un joueur, donc nos fonctions sont multiples. Puis aujourd'hui, c'est plus pour discuter avec vous de s'il y a des situations qui arrivent pendant les matchs ou pendant vos pratiques, quoi faire minimalement pour faire en sorte que l'athlète est pris en charge de façon sécuritaire. Parce que l'important dans des situations comme ça, c'est pas d'être un héros, mais c'est de vraiment faire en sorte que l'athlète est pris en charge sécuritairement pour que s'il y a un transport à faire ou s'il y a des soins à donner, bien, c'est fait dans les meilleures conditions. Donc, au hockey mineur, souvent, vous avez contact ou non contact, des situations qui arrivent, c'est souvent des problèmes avec la colonne, soit des spinals qu'on appelle. Donc, si, exemple, le joueur rentre la tête la première dans la bande ou il se fait frapper de dos, un cross-check, tombe la tête dans la bande ou peu importe la situation qui va arriver, s'il y a besoin d'avoir des soins par rapport à la colonne cervicale. Donc, l'important pour ça, c'est de faire en sorte que le joueur est immobilisé, qu'il ne faut pas qu'il bouge. Théoriquement, il ne faut pas qu'il bouge son cou. Fait que faut lui demander quand vous arrivez sur place quel genre de douleur qu'il a. Parce que vous allez voir, dans le fond, l'incident. Vous êtes bien placé, vous suivez le jeu, vous savez exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si vous voyez que le joueur, le main complaint, c'est des problèmes dans le cou, ou bien il sent des membres engourdis, exemple ses mains, ses pieds, l'important, c'est de ne pas le bouger parce que s'il y a une fracture au niveau cervical, l'important, c'est de ne pas de déplacer la fracture pour que ça coupe la moelle épinière ou que ça touche à la moelle épinière. Donc, stabiliser la tête du mieux que vous pouvez sans faire en sorte que ça bouge. Puis faites en sorte que l'ambulance soit appelée, le 911 soit appelé, puis que le joueur reste immobilisé. Eux, les ambulanciers vont prendre en charge le joueur, ils vont s'occuper de le plancher, tout ça, mais pour vous, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement au niveau du cou. Une autre situation, exemple, saignement majeur, un joueur se fait couper soit au poignet ou en arrière d'une jambe ou peu importe. Mais l'important pour vous, ce serait d'appuyer de la pression sur la blessure ou sur la plaie avec n'importe quoi que vous trouvez, exemple une serviette ou peu importe, tout ce qui vous vient à la main comme ça. Puis encore là, d'appeler les services ambulanciers pour qu'ils viennent le prendre en charge. Une coupure, ça peut paraître banal, mais dans le fond, le joueur peut perdre beaucoup de sang quand il est sur la glace ou il peut même aller en état de choc. Donc, l'important, c'est de réagir vite et de regarder pour voir c'est quoi le problème. Bien faire en sorte que vous cernez le problème. Les commotions aussi, qu'on parle beaucoup ces temps-ci. L'important avec une commotion, c'est de reconnaître les symptômes auxquels vous avez affaire. Par exemple, le joueur, il se fait frapper, il est sur la glace, il est un petit peu... vous voyez qu'il n'est plus le même, il est un peu chambranlant, il se prend la tête ou il revient au banc plus vite que prévu. L'important, c'est de voir les premiers signaux, maux de tête, étourdissement, nausée, même mal au cou, ça peut arriver souvent. S'il y a des problèmes avec l'éclairage, des trucs comme ça. Puis du moment que vous avez un doute, c'est vraiment important de retirer le joueur du jeu puis de faire en sorte qu'il consulte un médecin le plus vite possible. C'est sûr que quand c'est les blessures à la tête, il ne faut pas oublier que notre tête, c'est comme un peu notre disque dur. C'est ça qui nous fait fonctionner.
Donc, c'est important que du moment que vous avez le moindre doute, que la santé de l'athlète passe en premier, puis que vous référez au médecin, j'imagine à la salle, à l'urgence le plus tôt possible. Donc, en gros, c'est ça. C'est juste des petits trucs que vous pouvez prendre avec vous puis d'amener si, pendant les matchs, vous êtes les premiers sur place. Ce qui arrive aussi, c'est que c'est pas un peu votre domaine d'expertise, donc c'est peut-être plus stressant pour vous, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on fait, c'est pour la santé de l'athlète, dans le fond. C'est un peu ça. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, le plancher est ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à juste lever la main, vous levez. Oui, ici en haut. Oui, ma question, c'est pour les commotions cérébrales. Les symptômes que tu as décrits, comment je peux dire, c'est les cas clairs, mais des fois, ils se font frapper, quoi qu'il arrive, puis ils reviennent, puis ils disent « Oh, ça a l'air d'être correct », mais tu n'es pas certain. Est-ce que tu suggères dans ce cas-là qu'on les retire, qu'on attende ou qu'on les retire de la partie carrément? C'est une très bonne question parce que c'est difficile de faire la différence entre... parce que n'importe qui, peu importe, ça vous arrive à vous, souvent, on se cogne la tête sur quelque chose, puis on est un petit peu, comme, pas étourdi, là, mais on est comme sonné un peu. Mais moi, ce que je conseillerais dans des situations comme ça, c'est si vous voyez que la personne, si vous avez un doute, dans le fond, même si le joueur a un doute puis il ne se sent pas sûr, attendez. C'est mieux d'attendre plus longtemps puis de faire un autre assessment, une autre évaluation quelques minutes plus tard. Parce que ce qu'il faut savoir avec les commotions cérébrales, c'est que le premier coup est important, mais le deuxième coup est pire. Donc, si, exemple, le joueur reçoit un coup, il est un peu ébranlé, puis il dit « OK, ben, il retourne, puis il arrive un autre coup par-dessus ça. » Mais là, le coup est amplifié par 3, 4, 5, 6 fois, donc c'est beaucoup pire. Ce qui est plus important, c'est justement, si vous n'êtes pas sûr, c'est mieux de le retirer, puis vraiment d'être sûr avant de le renvoyer. Donc, exemple, ça peut arriver qu'un joueur se fasse frapper, il entend du sifflement dans ses oreilles, mais la mâchoire était affectée, exemple. Il va le savoir tout de suite. Il va dire non, c'est mes oreilles, ma vision est correcte, ma tête est correcte, j'ai pas d'étourdissement, pas de nausée. Mais du moment qu'il y a un petit doute, ce que je vous conseille, c'est de le sortir. C'est malheureux, mais c'est comme ça maintenant. À cause que, justement, il y a trop d'implications dans le futur par rapport aux blessures à la tête. D'autres questions pour Vincent? Oui. Oui, salut. Au niveau des blessures mineures, exemple, un joueur est blessé un genou, un membre, qu'est-ce que tu suggères comme approche prioritaire pour nous, les entraîneurs, surtout les plus jeunes, lorsqu'on va les rejoindre sur la glace avant de les déplacer? Y a-t-il une technique, y a-t-il quelque chose que tu penses qu'on pourrait faire pour vérifier ou le rendre plus à l'aise? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est sûr qu'avec des plus jeunes, ce qui est important, c'est de les réassurer parce que souvent, les symptômes sont un peu amplifiés, si vous voulez que je peux m'exprimer comme ça. J'ai déjà travaillé avec des plus jeunes, puis on dirait qu'à chaque fois, c'est comme il y a le bras cassé, mais finalement, c'est pas ça. Là, mais c'est juste de les réassurer, puis de faire en sorte que poser des questions claires et d'avoir des réponses claires. Parce que souvent, c'est pas souvent clair, là, mais comme exemple, tu me donnes, il se blesse à un genou. C'est sûr, c'est de vérifier, bon, exemple, est-ce qu'il y a un saignement ou non? Donc, avec juste regarder autour sur la glace, il y a du sang ou pas. Savoir si... puis d'immobiliser la partie. C'est ça le plus important, c'est de vraiment faire en sorte de l'immobiliser. C'est sûr que vous pouvez pas... Il faut l'immobiliser avec les moyens que vous avez. Donc, si, exemple, un genou, un coude ou une épaule, l'important, c'est toujours de mettre dans une position confortable puis de faire en sorte que ça ne bouge pas puis de l'évacuer de la glace avec l'aide de joueurs ou d'autres entraîneurs puis de faire en sorte que le membre est immobilisé. Toujours référé à l'hôpital ensuite pour les soins, là, mais sur la glace, c'est ça. L'important, c'est... Parce que, exemple, il y a une fracture, l'important, c'est que la fracture ne se déplace pas. Fait que si le membre ne bouge pas, ben s'il y a une fracture, elle va rester en place, ça ne sera pas amplifié. Fait que faire en sorte que c'est toujours stable, puis d'immobiliser, puis de transporter le plus
sécuritairement possible. Dernière question, en haut, droit devant. Oui, allô, allô, oui, salut, merci beaucoup de ces informations-là. C'est toujours important pour tout le monde. Moi, ce que j'ai, dans le fond, c'est suite à un événement de la semaine dernière dans la tourne 2C, j'ai eu un petit gars qui a eu un impact pendant son match, que j'ai pas vu l'impact. Par contre, il est revenu au banc, puis il était un peu sonné, il était un peu perdu un peu. Tu sais, fait que, évidemment, je l'ai retiré parce qu'il se lamentait de mal de tête au niveau avant ici, là. Je l'ai gardé au banc, puis j'ai posé les questions usuelles là, pour savoir où ce qu'il était, quelle journée qu'on est, contre qui on joue, tout ça. Il répondait clairement aux questions. Il n'y avait pas d'erreur nulle part. Par contre, il y avait un gros mal de tête. Fait que ma décision a été de le retirer de l'alignement pendant... C'était comme vers la fin de la première période. Fait qu'il est resté un bout de temps au banc en première période. Puis en deuxième période, pas longtemps après, j'ai été le revoir. J'ai dit, puis, comment ça va, ton mal de tête? Est-ce que tu veux réinsérer l'alignement ou bien tu veux rester à l'écart encore un peu? Il me dit, ouais, OK, mon mal de tête a diminué beaucoup, là. Je pense que ça devrait être correct, là, pour que je puisse retourner. Fait que j'y allais avec ce qu'il me mentionnait, correct? Et fait que là, on le réinsère dans l'alignement, et il y va, puis à son retour de son chiffre, je lui dis, puis, comment ça va? Il dit, ah, mon mal de tête est revenu. Fait que dans la première période, je l'avais retiré justement pour que son mal s'estompe un peu. Mais dans la deuxième période, je ne l'ai pas retiré. Est-ce qu'il aurait fallu que je le retire encore? C'est ça ma question. C'est une bonne question. Ma réponse, ce serait oui. Parce que du moment qu'il y a... Quand on a affaire aux commotions, du moment qu'il y a plus qu'un symptôme, exemple, maux de tête, étourdissement, de ce que vous m'avez dit, théoriquement, c'est terminé. Le protocole en place, c'est que du moment que vous détectez ces symptômes-là, que ce soit 2 et plus, là, maux de tête, étourdissement, nausées, peu importe lesquels qui sont présents, vous le retirez. Théoriquement, avant de reprendre quelque activité que ce soit légère, l'activité, on s'entend, là, genre un petit peu de jogging, un truc comme ça, il faut qu'il soit 24 heures sans symptômes. Donc, le joueur a besoin d'être monitoré presque à tous les jours. Je sais que c'est difficile pour vous parce que vous ne les voyez pas à tous les jours, là, mais ce qui est important là-dedans, moi, quand vous voyez ça, retirez-le, avisez les parents pour qu'eux le suivent à tous les jours, faire en sorte que les symptômes ne vont pas en augmentant, mais vont en s'améliorant. Et tout de suite, je leur ai fait consulter un médecin dans les heures ou les jours qui suivent, là, parce que c'est ça, c'est souvent ce qui arrive, c'est que les symptômes amplifient avec l'exercice physique. Puis, comme je disais tantôt, le deuxième coup est pire que le premier. Donc, c'est de savoir un peu, de faire la distinction entre c'est juste comme sonner un petit peu ou bien c'est vraiment une commotion. Mais maintenant, avec tout ce qui s'écrit, ce qui se dit, tout doit être pris comme si c'était une commotion. Parce que même un petit coup à la tête où ce qu'on est sonné, théoriquement, c'est une commotion, c'est le cerveau qui est affecté. Donc, c'est ça. Puis c'est bien important que les parents monitorent le joueur au cours des journées suivantes, puis que les symptômes vont en diminuant et non en augmentant. Ça peut avoir à faire à l'école aussi. Ils retournent à l'école le lendemain, fatigués, de la misère à se concentrer, de la misère à lire, des trucs comme ça. Ça, tous ces symptômes-là, il faut qu'on soit au courant de ça. Ici, j'ai trouvé qu'il y avait une application qui peut peut-être vous aider sur Internet. Ça s'appelle Cerveau Sport. Ça vient de sortir dernièrement. Ça vous donne un peu les grandes lignes par rapport aux commotions ou ces trucs comme ça, puis le retour au jeu, quoi faire dans telle situation. S'il y a des symptômes, ça vous permet de mettre un chiffre sur les symptômes, exemple de 0 à 6 ou de 1 à 6 ou des trucs comme ça. Donc, ça peut être peut-être un bon outil pour vous. Mais théoriquement, votre bon jugement est vraiment sur quoi il faut que vous vous fiez, dans le fond, à la fin du compte. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Quand vous êtes arrivé à 8 heures ce matin, on avait une caméra en haut, on en a planté, ça a bien fonctionné, ils sont rendus 8 maintenant, c'est magnifique. Prochain segment maintenant.
Les parcours d'habileté, le maniement de rondelles. Comment rendre ça intéressant? Les exercices seront démontrés par le groupe Novice Atome Richelieu et leur entraîneur Mathieu Gravel. Our next segment will cover skills, course, and stick handling. Please welcome the Richelieu Novice Atom Group with their coach Mathieu Gravel. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, aujourd'hui, on a différentes clientèles, différents âges, mais il va de soi que les informations qu'on va partager avec M. Gravel, évidemment, sont transférables à différents niveaux. Le patinage et le contrôle de rondelles et les tirs tantôt avec les cataractes de Shawinigan, c'est toujours des éléments techniques à renforcer à tous les âges, bien sûr. Donc, pendant que Mathieu s'installe, je vais vous le présenter dans le sens que à Hockey Québec, Mathieu est un entraîneur spécialisé au niveau du développement des habiletés individuelles comme telles. Donc, pour les prochaines 25 minutes, vous êtes en bonne main. Et comme j'ai procédé avec les autres entraîneurs, Mathieu est au courant que je vais lui remettre le micro et il va vous accompagner pour le segment des habiletés individuelles. OK, merci Jean-François. On a ici présentement deux circuits qu'on va travailler. D'un côté, on va travailler un peu plus habileté, maniement de la rondelle. De l'autre côté, ça va être un peu plus technique de patin. Ici, dans le maniement, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est surtout être capable de travailler large de chaque côté sur le maniement. Présentement, eux autres, ils le font avec une rondelle. Si vous avez des groupes de tout petits, encore plus jeunes, qu'est-ce que je suggère, c'est de travailler avec un anneau de ringuette pour commencer. Être capable de développer à décoller les coudes, être capable de manier la rondelle. De l'autre côté, comme premier exercice, on essaie de faire un saut de patineur. Qu'est-ce qu'on veut travailler avec le saut de patineur? C'est vraiment de position de base et l'équilibre. Parce que quand on patine, souvent, on est à un seul appui, ou est-ce que j'ai une foulée avec ma jambe gauche, ma jambe droite est une phase de glisse. C'est important que je puisse avoir une bonne habileté d'être en équilibre. Ici, à la fin, je rends ça intéressant, je mets les deux filets collés, les forcer à rester fléchis, passer entre les poteaux. Puis ici, les cônes sont un petit peu trop petits, mais si vous avez des cônes un peu plus grands, vous pouvez mettre un bâton où est-ce qu'il faut que les jeunes puissent glisser à l'intérieur des bâtons. Ici, on finit habituellement avec un lancer. Nos gardiens de but, ils se posaient de se positionner là. Qu'est-ce qu'on va demander souvent dans le saut de patineur ou tout ce qui est les techniques de patin? Souvent, vous voyez qu'ils gardent deux mains sur le bâton. Moi, je demande souvent, c'est une main sur le bâton pour être capable de séparer le bas et le haut du corps. C'est un geste qui est quand même avancé, qui peut être difficile pour les plus petits, mais l'objectif, qu'est-ce qu'on veut, c'est l'équilibre et aussi être capable de créer une certaine puissance pour pouvoir sauter d'une jambe à l'autre. Le deuxième, qu'est-ce qu'on va travailler ici sur le côté du patinage? Encore une fois, travailler notre équilibre, position de base. Qu'est-ce qu'on va demander? C'est que le jeune, il faut qu'il soit en appui sur une jambe, venir descendre du système d'ascenseur, pousser pour changer de jambe, relever, fléchir et pousser. Ici, pour le maniement de la rondelle, on va travailler le deuxième, petit. On va travailler de façon plus rapprochée, travailler la rapidité des mains, puis aussi la souplesse qu'on peut avoir dans les mains. Souvent, quand j'explique le maniement de la rondelle,
je leur dis que le bâton, quand je le trace à terre, ça crée un cercle. Il faut être capable de pouvoir manier la rondelle à l'intérieur du cercle. En anglais, ils appellent ça le range of motion. C'est être capable d'aller le plus loin possible de chaque côté. C'est sûr qu'à leur âge, c'est un petit peu plus difficile. On peut entendre souvent des jeunes qui tapent sur la glace. Bien, c'est là qu'on veut aller travailler la souplesse dans les mains et un peu plus de rapidité aussi. Change de jambe. Pousse. Monte, descend. Garde une main sur ton bâton. Encore une fois, dans le côté patin, qu'est-ce qu'on veut? C'est garder une main sur son bâton, être capable de remonter au complet, descendre en flexion, avoir une bonne flexion au niveau des jambes pour être capable de pouvoir avoir une bonne poussée. Allez les boys, hop, hop, hop. Ici, on a travaillé sur deux choses en même temps, sur deux concepts. Roule ça, roule, roule, roule. Oui, c'est beau, mon âme, c'est beau. Hop, monte, on descend. Monte, on descend. C'est bon. Go, go, go. Hop, 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 roule ça, roule ça. OK, on fait ça. Comme ça. Stop. Maintenant, on va passer au troisième. C'est toujours comme une activation qu'on va travailler. De ce côté-ci, on va travailler les ampoules avant. Où est-ce qu'on veut faire pousser avec les talons, faire craquer la glace. Là, on y va avec les deux pieds en même temps. À un certain âge, on peut y aller aussi en alternance. De ce côté-ci, le maniement, on va faire une petite combinaison des deux qu'on a travaillé. On va travailler rapproché, aller large, rapproché et large. On est prêt, boys? C'est sûr que le maniement ici, comme première étape, bien souvent, on le travaille de façon arrêtée, de façon statique. Par la suite, on veut l'amener un peu plus en mouvement. Ici, on a des joueurs qui ont à peu près de chaque niveau. Fait que vous pouvez voir aussi la différence entre un joueur qui peut mieux le maîtriser versus un qui a un peu plus de difficulté. Il y a aussi le volet que là, on a des jeunes novices. C'est difficile pour eux autres présentement de switcher, de travailler comme ça. Habituellement, on prend plus notre temps pour bien expliquer, avoir peut-être un peu moins de points techniques pour justement faciliter un peu l'apprentissage, pas tomber tout de suite avec... Là, on travaille avec deux en même temps, c'est un peu plus difficile dans ces moments-là. Mais à force de le faire, vous pouvez créer ces parcours-là pour éventuellement justement être capable de l'amener. Dans le maniement, c'est sûr qu'on va essayer de garder aussi la tête haute. Pour certains, c'est un petit peu plus difficile, mais des fois, juste venir se placer devant, ça force les joueurs justement à regarder où ils vont aller. On revient dans le milieu. On revient dans le milieu. Hop, 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 hop. On revient dans le milieu. Hop, 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 hop. On va changer d'exercice. On va tomber à l'étape numéro 2. Oui, là, on va le ramener. Donc, on profite du fait que les joueurs, quand ils ont terminé un bloc d'exercice, c'est une bonne habitude à prendre, bien sûr, avec vos équipes. Les transitions entre les exercices, soit placer les rondelles ou soit placer les filets ou des comptes. Les joueurs, on peut prendre 30, 40 secondes pour s'assurer que tout le monde est à sa place, que tout le monde va être distribué et on n'est pas obligé d'arriver rapidement, bien qu'on veut qu'ils viennent vite. C'est juste de comprendre que c'est des déplacements puis des regroupements efficaces. Donc, habituez vos joueurs à faire des regroupements efficaces, sans perte de temps, et à ce moment-là, on procède plus facilement. Souvent, ils sont enthousiastes, ils arrivent un peu trop rapidement, et là, ça peut causer des petits problèmes.
M. Terrien disait ce matin que c'est le plus beau sport au monde, mais on a des patins, des bâtons, des rondelles, des bandes, donc la sécurité est toujours de mise. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va travailler? Encore 2 volets, volet patinage, volet maniement de rondelle. La façon qu'on va travailler ici, on va travailler des transitions. Souvent, on a tendance à faire beaucoup d'exercices uniquement vers l'avant. L'objectif, c'est tout ce que je vais recréer par en avant, il faut que je sois capable de le faire de reculons aussi. Fait que l'exercice ici est très simple. Ils vont partir, passer au deuxième compte, toujours en faisant face à la zone adverse. Fait qu'ils vont venir au premier compte de reculons, transition vers l'avant, troisième compte, ainsi de suite. Récupère une rondelle. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'appelle ça le champ de mine. Il faut qu'ils passent à travers les comptes, les rondelles. Ça peut être des caisses de gourde, ça peut être n'importe quoi. L'objectif, c'est garder la tête haute, passer à travers, être capable de manier notre rondelle, qu'est-ce qu'on a vu précédemment, façon rapprochée, large, protéger sa rondelle, et finir avec un lancer. Reculez les boys, reculez, 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 reculez. That's it. La ligne, la ligne. C'est sûr que pour en arriver à faire un exercice complet comme ça, il faut vraiment les segmenter. Ça veut dire que, première des choses, qu'est-ce qu'on a de besoin ici, c'est de travailler sur un patin avant, patin reculon. Par la suite, qu'est-ce qu'on a de besoin? Travailler nos transitions. Après ça, on est capable d'exécuter un exercice complet là-dessus. Par la suite, ici, maniement de rondelle, c'est la même chose. N'ayez pas peur de fractionner vos interventions, vos exercices dans le développement des joueurs et pas d'arriver nécessairement avec un exercice complet comme ça en partant. Là, c'est sûr que pour eux autres, ils l'ont pratiqué une fois, c'est la deuxième, je trouve que ça va relativement bien, mais il y a quand même des étapes dans l'évolution qui sont importantes de respecter. That's it, that's it. L'objectif aussi, quand vous faites des trucs comme ça, pleine glace, c'est l'engagement moteur des joueurs. Là, c'est sûr que présentement, comme j'ai dit, c'est un exercice qui est nouvelle pour eux autres, c'est un peu plus difficile, mais il faut qu'il y ait le maximum de joueurs qui puissent participer à la fois. Parce que un des problèmes dans le hockey qu'on a, c'est nos heures de glace. Souvent, on est limité, mais il faut maximiser nos heures de glace avec l'engagement moteur des joueurs. That's it, mon homme. That's it, garde la tête haute. Comme évolution aussi, ici, qu'est-ce que vous pouvez placer? C'est un coach, un entraîneur qui vient juste créer une interférence, force les joueurs, encore une fois, à garder la tête haute, puis être capable de pouvoir éviter, protéger sa rondelle, bien manier sa rondelle aussi. On
Ça, c'est les sauts, vous en souvenez, les boys? Parfait. Les bleus, on s'en va là. Les blancs, on s'en va là. Allez, allez, allez. Juste, non, 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 il était correct, il était correct. Il était correct. Non, non. Ouais, c'est correct, comme ça. Comme ça ici. Parfait. Ouais. On va juste tracer le ligne. C'est bon. OK, le prochain, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore une fois une partie maniement, une partie patin. Côté patin, on va aller travailler un peu plus croisement, freinage. Dans le milieu ici, on va avoir, j'ai tracé des lignes, ça peut être des bâtons, n'importe quoi. C'est juste des petits sauts. Revenir encore sur l'équilibre, bien absorber, être solide, récupérer une rondelle. Ici, qu'est-ce que j'aime travailler? C'est, bien souvent, c'est au lieu de mettre des cônes, ici, je mets un filet. Fait qu'est-ce que je force ici, c'est les joueurs à travailler dans un espace qui est restreint, justement pour travailler à décoller les coudes et s'assurer que c'est le joueur qui tourne autour de la rondelle et non le contraire. Fait que quand le joueur va arriver ici, bien souvent, on va demander de faire une feinte au cône. Et ici, c'est un espace qui est restreint. Fait qu'il faut vraiment qu'il protège sa rondelle pour pouvoir par la suite passer et aller prendre son lancer au filet. Passe dans ce sens-ci, passe dans ce sens-ci. Et ça. Oh, faut-tu passer à l'extérieur, mon homme? Suis la ligne, suis la ligne. Qu'est-ce qu'on va demander pour les freinages? Un, c'est d'être capable d'incliner nos lames, avoir le contrôle des corps des patins. Par la suite, deuxième des choses qui est très importante, mettez l'accent sur la tête et le bâton. Fait que quand je fais un freinage, bien souvent, c'est pour changer de direction, s'assurer de tourner la tête, le bâton dans la direction où on veut aller. Et c'est la même chose pour le croisement. Il fait son freinage, il repart. Il faut qu'il puisse mettre le bâton, la tête dans la direction qu'il veut aller. C'est un segment qui va aider à faire sa rotation. Si sa tête reste en bas, il veut tourner, il y a une contrainte. Tourne la tête, les épaules se dégagent, les hanches. C'est le même principe pour un virage brusque. C'est sûr que là, on a la finalité du mouvement. On a le croisement total et le freinage. Comme j'ai dit auparavant, qu'est-ce qui est important, c'est de segmenter. Ça veut dire, s'il y a un jeune qui a de la difficulté à freiner, bien souvent, c'est qu'il a de la misère à contrôler les corps de ses patins. Fait qu'il faut que tu t'assures de pouvoir trouver des exercices où est-ce qu'il va venir freiner à un patin. Ça peut être tout simplement travailler l'inclinaison des lames en virage pour pouvoir l'amener à être capable de pouvoir rentrer son patin dans la glace pour pouvoir s'aider à freiner. Puis ici, au cône, chose qui est importante, il faut que la rondelle tourne. C'est le joueur qui tourne autour de la rondelle et non le contraire. Fait qu'ici, s'il a les coudes dégagés, il peut ramener sa rondelle rapidement et puis passer la rondelle dans un espace qui est libre.
Donc, on va demander encore une fois à notre intervenant de prendre quelques instants pour conclure son segment, vous rappeler certains éléments qui ont été vus et vous donner 1 ou 2 conseils supplémentaires pour votre saison. Comme j'ai dit, qu'est-ce qui est important? Là, présentement, aujourd'hui, on a mis 3 exercices complets avec des novices. C'était pas top, comme on peut dire. La seule chose, c'est qu'ils l'ont bien fait, mais il faut y aller progressivement aussi. Là, on a vraiment mis 3 exercices avec plein de points techniques. Juste vous assurer que quand vous faites vos points techniques, de les segmenter. Ça veut dire que si je fais, comme j'expliquais tantôt pour le freinage, je ne peux pas arriver et tout de suite faire un freinage comme ça. Il faut que je l'amène à être capable de le faire. Pour ça, il faut que je segmente mes mouvements. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend ma tête, mon bâton en direction où je vais aller, contrôle des corps des patins. Par la suite, être capable de glisser sur la glace. Fait que c'est tout ça qu'on doit prendre en considération. Pour n'importe quel geste technique, c'est la même chose. Fait que après ça, bien, vous pouvez faire plein d'exercices où est-ce que vous retrouvez les composantes que vous avez pratiquées, puis par la suite, avoir un bon engagement moteur, finir avec des lancers, rendre ça intéressant pour les enfants. Parce que tous les exercices qu'ils ont fait, ils ont fini avec des lancers, puis ils ont travaillé du patin en même temps. Fait que c'est ça qui est important aussi, rendre ça intéressant. C'est bon? Alors, encore une fois, merci à Mathieu et aux 2 entraîneurs qui l'ont accompagné et aux novices Atomes du Richelieu. Alors, pendant que les jeunes quittent, juste tout le monde, on se donne un rappel pour notre saison. Évidemment, les jeunes sont enthousiastes. Les jeunes, ils veulent faire l'exercice, mais souvent, malheureusement, après leur tir, ils décident de passer derrière le filet pendant qu'un coéquipier s'en vient. Soyez vigilants, soyez alertes. Oui, ils peuvent aller au retour, mais passez derrière le filet. S'il n'y a pas de rondelle là, si le jeu ne continue pas là dans votre exercice, soyez vigilants là-dessus. Une rondelle sur une cheville, une rondelle sur le casque, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, côté sécuritaire, soyez vigilants. Vous avez beaucoup de choses à voir. Cependant, passer derrière le filet, c'est quelque chose, évidemment, pas recommandé. Le prochain segment va porter sur les tirs au but. Il sera démontré par le groupe Pee-Wee AAA de la Mauricie, leur entraîneur Frédéric Lamy, ainsi que par les meneurs actuels au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Cataractes de Shawinigan, et leur entraîneur-chef Martin Bernard. Our next segment will cover shooting drills. Please welcome the Mauricie Pee-Wee AAA group and the league-leading Shawinigan Cataractes. Donc, c'est avec plaisir qu'on accueille une équipe qui a joué hier soir, qui ont pris l'autobus et ils sont accompagnés des estacades Pee-Wee 3A. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes et de joueurs sur la glace. Donc, Pee-Wee 3A, les estacades et les Cataractes de Shawinigan. C'est à vous de deviner qui sont les Pee-Wee, qui sont les juniors. Donc, en discutant tantôt avec l'entraîneur-chef Martin Bernard, ils se sont rencontrés donc dans les semaines précédant l'activité d'aujourd'hui. Et vous allez voir, il va travailler d'une part avec les Pee-Wee, les avants, les Pee-Wee, les arrières, les Cataractes, les arrières et les Cataractes, les avants. Il sera accompagné de Joël qu'on a vu ce matin, l'entraîneur adjoint Steve Larouche. Donc, j'invite Martin Bernard à venir vous adresser un mot de bienvenue et il va nous expliquer en même temps le fonctionnement pour sa thématique des tirs. Alors, bienvenue Martin, je te laisse le micro, je te laisse en charge, je te surveille et tantôt je viendrai te rechercher pour les 5 dernières minutes de conclusion. Donc Martin, je te laisse avec nos entraîneurs, les Cataractes et les Pee-Wee. Merci Jean-François. Bonjour tout le monde. C'est une belle journée des entraîneurs. Je me souviens d'ailleurs d'avoir été assis à votre place et puis de voir ce qui se passe, de prendre un petit peu d'expérience et de prendre
des drills, des trucs ou tout ça pour améliorer notre coaching. Ce qu'on vous propose aujourd'hui avec nos juniors et avec nos PIWI de la région, c'est des exercices de tir. Où est-ce qu'on veut vous démontrer que même avec les mêmes exercices peuvent se faire à différents niveaux. L'important, c'est vraiment de focusser sur les éléments techniques pour faire en sorte que les jeunes progressent à tous les niveaux. Chose très importante, c'est au niveau de l'enseignement. L'enseignement doit se faire continu. Plus que vos joueurs vont se développer au niveau individuel, plus que vous avez de chances que votre équipe puisse ensuite performer au niveau collectif. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est qu'on va diviser le groupe en deux. D'un côté, il va y avoir les défenseurs juniors et PIWI ensemble. Et de l'autre côté, on va avoir les attaquants et juniors et PIWI ensemble. Et puis, vous allez voir les mêmes exercices. Et puis, on va regarder ensemble un petit peu les points clés qui sont importants pour le déroulement de la chose. OK, comme vous allez voir, on a essayé de mettre pour vous plus de drills. Donc, ils vont passer une fois chaque. Du côté des défenseurs avec Steve, transport de rondelles, les points clés qui sont vraiment importants, c'est on veut que le défenseur ou l'arrière soit en mesure d'avoir tout le temps être capable de faire une passe, pas juste d'emmener le tir au filet. Donc, oui, l'exercice se finit avec un tir, mais le positionnement de la rondelle, le positionnement des mains pour faire le jeu est très important. Donc là, vous venez de voir passer les juniors. Vous voyez qu'au niveau des PIWI, l'exécution peut être la même. L'exécution peut être la même. Bouge les pieds. Bouge les pieds. Le puck toujours bien positionné, prêt à lancer, prêt à faire un tir. Lorsqu'il trouve sa ligne de tir, okay, le joueur regarde la cible. OK. Puis à ce moment-là, peut prendre son lancer vers le filet. Côté des attaquants, vous voyez que de un, on est beaucoup plus nombreux. On a essayé de jumeler l'exercice de tir avec aussi l'idée de prendre le corridor. Hein. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on peut prendre beaucoup de tirs au filet, mais on peut prendre beaucoup de tirs de l'extérieur. Il faut être en mesure, un coup que le joueur reçoit la rondelle, OK? On va voir du côté de Pascal Aquin, de rentrer dans le corridor à l'intérieur de la petite glace pour être en mesure d'amener la rondelle au filet. Donc, on ne veut pas qu'il reste à l'extérieur. Dès qu'il reçoit la passe, on vient vers l'intérieur pour être en mesure d'avoir un meilleur angle d'attaque sur le filet. Comme vous voyez, l'exercice des deux côtés. Chose importante, c'est que des fois, dans nos exercices, dans nos drills, on peut vouloir tout corriger. Le petit conseil que je pourrais peut-être vous donner, c'est de vraiment focusser sur 2, maximum 3 éléments clés qui sont vraiment importants pour que vous puissiez intervenir avec vos joueurs pendant l'exercice. Okay? C'est la chose la plus importante, l'intervention individuelle, 1 à 1, avec le joueur, avec vos points clés.
OK, donc ici, avec les attaquants, passe, réception de passe. Reçoit la rondelle, feinte à l'intérieur, on trouve la ligne de tir, puis on attaque le filet. Souvent, en situation de match, l'opportunité de prendre ce genre de tir comme James vient de faire ne se présente pas souvent, donc c'est important de ne pas la manquer lorsqu'elle arrive. Autre élément clé très important qu'on voit au niveau de nos joueurs ici, c'est qu'on veut, lorsqu'ils terminent le lancer au filet, le tir au but, que leur corps soit positionné vers le filet. Assez souvent, on va voir des joueurs terminer leur tir en déséquilibre sur les talons. À ce moment-là, c'est de 1, beaucoup moins précis et de 2, beaucoup moins puissant. Et on va passer à deuxième exercice. Et alors, du côté des attaquants, vous pouvez remarquer qu'on a séparé les gauchers des droitiers pour le prochain éducatif. OK? Ce qu'on veut, tourne alentour du filet. On va s'assurer, Gab. OK? Donc, ce qui est important dans l'éducatif, c'est de mettre la rondelle devant le joueur, comme si le joueur arrivait en réception de passe, OK? Lance au filet rapidement ou en récupération de rondelle libre. Donc, proche du filet. Vous allez voir, même avec les Pee-Wee, même chose. On met le puck devant. OK? Et puis là, on peut même voir le tir où est-ce que les joueurs descendent le genou sur la patinoire. OK? Bien évidemment, l'angle de tir est beaucoup moins bonne que le drill précédent, mais c'est des situations de match qui arrivent. Donc, au niveau des points clés, on peut focusser sur essayer de viser les lucarnes, viser les top shelf, ou, encore une fois, d'y aller avec un tir pour un rebond. Du côté des arrières, on voit ici qu'il y a... c'est une situation qu'on trouve souvent en situation de match. Et puis, libérer la ligne de tir. Hein? Libérer la ligne de tir, c'est une chose qui est extrêmement importante. Essayer de se défaire du couvreur qui va monter sur la pointe. Donc, bougez les pieds, trouvez la ligne de tir. Et puis, vous pouvez faire cet exercice-là aussi avec une opposition. Donc, le passeur qui fait la passe, comme là, Steve va faire la passe, il pourrait mettre une certaine pression aussi sur le défenseur pour être en mesure de vraiment forcer le défenseur à trouver la ligne de tir. OK? Donc, vous allez voir du côté à Steve, on va avoir la pression. Passe, trouve la ligne de tir, tire au filet. Et donc là, l'intervention que je viens de faire,
J'ai demandé à Gabriel ici ça va être le même exercice, mais de monter plus haut. Présentement, nos arrières se situent à peu près ici pour prendre leur tir. OK? Donc, plus facile pour la pression d'aller sur l'arrière. S'il se libère beaucoup plus d'espace, monte vers la ligne bleue, beaucoup plus d'espace. OK? Amène la pression avec lui plus haut. Ça libère beaucoup d'espace pour la deuxième opportunité en attaque, c'est-à-dire les rebonds. Bien entendu, la pression peut varier aussi. Là, présentement, on a une pression qui est qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Mais on peut avoir une pression qui vient de l'intérieur vers l'extérieur aussi. De ce côté-ci, du côté des attaquants, je ne voyais pas trop ce qui se passait, mais je les entendais. J'entendais ma gang avoir du fun. Donc, bien entendu, la chose plaisante au hockey, c'est de marquer des buts. Et puis, vous avez vu, les attaquants se font un malin plaisir quand ils battent le gardien de but, d'avoir un petit cri de joie. OK, donc, la variante que je viens de demander du côté des attaquants à Joël, même genre d'exercice, mais on va rentrer à 2 maintenant. Donc, vous voyez que vous pouvez varier vos exercices. Le tir se prend sur la patte extérieure pour faciliter le rebond aux joueurs qui rentrent au filet. Donc, encore une fois, les 2 joueurs décollent en même temps. Rondelle dans l'espace libre, lance sur la patte extérieure. On a le rebond au filet. Donc, la notion de rentrer au filet, d'être sur les rebonds, driver le net, excusez l'expression, là, mais c'est un peu ça. Là. On veut rentrer là-dedans. Là. Donc, vous allez voir de ce côté-ci, avec Steve, on va faire évoluer le drill. Vous avez vu encore une fois beaucoup de mouvements au niveau des pieds, trouver la ligne de tir, lancer au filet. OK? Donc, vous allez voir qu'avec les Pee-Wee, c'est la même chose. Et donc, on va faire évoluer le drill. Donc, encore une fois, mouvement des pieds, trouver la ligne de tir.
Et je dirais, très important de focusser sur les éléments clés. Les 2-3 éléments clés que vous trouvez importants dans votre exercice, c'est important de les transmettre à vos joueurs. OK? On va avoir maintenant la même chose. OK? La même chose avec Sam Girard, avec Gab Sylvestre, mais il va y avoir un over qui va se faire entre les défenseurs. OK? Donc, c'est parti. Même chose. Récupération de rondelle libre. Sa ligne bleue, over. Le lancer se prend vers le filet. OK? Donc, une petite variante. Sur le deuxième passe, Steve l'envoie au défenseur opposé, au D2. Passe à D2. On ramène du même côté. Donc, mouvement de rondelle sur la ligne bleue. Tire au filet. OK, du côté des attaquants maintenant. OK? Situation de zone offensive, où est-ce qu'on veut attaquer le filet rapidement. Donc, récupération de rondelle libre face à un adversaire. Utilise la feinte dans le triangle adversaire. Protège sa rondelle et puis rentre à l'intérieur de la zone privilégiée pour prendre le tir. So, variante de ce côté-ci, 2 joueurs, récupération de rondelle, cycling. Okay. On se dirige vers le filet. Maintenant, on a 2 options. Lancer au filet, comme James vient de faire, ou passe au joueur qui va être directement sur le poteau opposé. Donc, cycling. Giovanni va aller sur le poteau opposé, lancer rapide au filet. Donc, attaquer le filet avec force. Essayer le plus possible de craquer la zone privilégiée. Maintenant, du côté de Steve avec les arrières. OK, donc, du côté des défenseurs, l'objectif est bien entendu de trouver la ligne de tir. Donc, les obstacles sont beaucoup plus imposants que tout à l'heure. OK? Donc, vous utilisez les filets, vous pouvez varier la largeur des filets. OK? Avec des plus petits, on peut mettre la largeur, les filets un petit peu plus larges, OK? Pour les aider vraiment à trouver la ligne de tir et l'emmener au filet. Et pour les plus vieux, on peut mettre les filets encore plus restreints que ça. Et donc, importance, encore une fois, d'avoir les yeux en haut, le corps vers l'avant lorsque le lancer est terminé.
bien entendu, quand on fait ce genre de drill-là, à un moment donné, les joueurs trichent un petit peu. Donc là, ce qui est important, c'est que nos gars reculent puis qu'ils partent un petit peu plus haut que de où est-ce qu'ils partent présentement. OK? Donc là, ça va leur donner un petit peu plus de temps pour patiner, protéger la rondelle. Donc, du côté Alexis et Adonis, récupération de rondelle, protection de rondelle, aiguillage entre les deux, attaque le filet. Comme ça. OK? Donc, ça, c'est une progression. OK? Avec les plus vieux, plus facile à faire, mais c'est faisable aussi avec les plus jeunes. Hop, protection de rondelle, aiguillage, s'assurer que la rondelle est du bon côté pour la protéger. Là, on attaque le filet rapidement. OK? Donc, plusieurs variantes avec cet exercice-là du côté des attaquants pour bâtir votre attaque, bâtir le fait d'attaquer le filet avec autorité. OK, le temps achève, le temps file très rapidement. Avant de vous laisser, tant qu'être venu ici, on va terminer la journée avec, souvent comme coach, on veut des fun drills qui sont plaisants pour les joueurs, mais qui sont aussi efficaces en enseignement. Enseigner à nos joueurs à bien passer la rondelle, à bien attaquer le filet. Donc, vous allez voir que le funny drill va se faire autant avec les juniors qu'avec les pee-wee. L'importance de la sécurité d'un fun drill, c'est primordial. Hein? On ne veut pas sortir de là avec 2-3 blessés pour les prochains matchs. Donc, assurez-vous, vous comme entraîneur, de bien vous positionner. De deux, vous assurez que vos joueurs sont aussi pas en état de danger. Okay? Donc, le principe du fun drill. Okay? Attends un petit peu, Steve, avant de partir. Okay? Normalement, on a 2 couleurs. Okay? Normalement, on a 2 couleurs sur la patinoire. Donc, j'ai Gabriel ici qui est avec Brandon et puis Giovanni. Okay? Donc, l'objectif à lui, c'est de couper les lignes de passe à ses adversaires, à Denis et à Alexis. Récupérer le puck, l'envoyer vers Brandon ou Giovanni, bouger le puck rapidement, lancer rapidement vers le filet aussi. C'est parti. Donc là, on peut insister sur la précision des passes, la vitesse des passes et la vitesse des lancers vers le filet. Ça, Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne le drill. Vous allez voir, là, une couple de fois chaque, un lancer au filet rapide, bang, on change. Next. Go, 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 go. Go. Une fois, junior. One at a time. OK, so, vous allez voir maintenant, même chose avec les pee-wee. Même chose avec les pee-wee. Mouvement de rondelle. Mouvement de rondelle rapide. Okay? Et les 2 joueurs dans le centre peuvent intervenir pour couper les lignes de passe. Comme ça. Bouge la rondelle rapidement. On peut prendre le tir aussi. Une passe, 2 passes rapides. On va vers le filet. J'ai avec moi Joël Duguay, qui est mon entraîneur des gardiens. Je vais lui poser la question, si c'est le genre d'éducatif préféré pour les entraîneurs des gardiens. Ouais, c'est pas vraiment l'exercice qu'on aime finir la semaine, mais bon, faut trouver les moyens de donner la chance aux joueurs de pratiquer. On sacrifie les goalers dans ce temps-là. C'est très bon pour l'exécution.
OK, on finit ça avec un but. On finit l'exercice. Ça prend un but pour finir l'exercice. C'est fini. OK, les gars. Tout le monde derrière moi, s'il vous plaît. Un genou par terre. Alors, comme c'était notre dernier segment sur la glace, je vais donc demander à Martin, comme les autres intervenants, de conclure en 1 minute 30 quelques points et quelques conseils. Donc, Martin, en conclusion. En conclusion, bien important de garder en tête le développement individuel de vos joueurs. Et puis, comme vous avez pu voir, c'est des habiletés techniques. Et puis, même souvent, on pourrait dire, bah, avec des juniors, on n'a pas nécessairement besoin de faire ça. C'est totalement faux. C'est des choses qu'on fait de façon régulière et individuelle avec les joueurs. Ce qui est important, c'est les consignes. Perdez-vous pas dans les consignes. 2, 3 consignes claires, bien encadrées, bien répétées, valent mieux que 7, 8 consignes avec aucune intervention. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Ça a été très plaisant pour nous tous de venir ici à la Journée des entraîneurs. Et puis, bonne saison à tout le monde. Merci, Martin. Pendant qu'on va procéder à la photo souvenir, je vais me permettre de faire le mot de la fin officiellement en ce qui concerne les activités sur glace. Donc, on a vu une dynamique. Chaque fois qu'il y a des rondelles, c'est normal. Ils m'ont demandé de rester jusqu'à 8 heures, mais c'est pas possible, donc malheureusement, ils doivent quitter. Donc, je disais que c'était quand même plaisant de voir des juniors majeurs avec de jeunes pee-wee qui se sont bien amusés, puis ils se sont donné la main pour vous offrir une démonstration de quelques éléments. Donc, c'est le hockey. C'est un sport plaisant, c'est le plus beau au monde. Quand on voit des choses comme ça nous encourage à continuer. Évidemment, chacun des intervenants qui s'est présenté aujourd'hui sur la glace, vous êtes rendu compte, ils étaient organisés, ils étaient planifiés, un peu comme M. Terrien a dit dans son allocution ce matin. Et en terminant, je voulais juste vous dire, puis c'est toujours plaisant de contribuer comme ça, mais Joël Duguay, Danny Brunette, Martin Bernard, Mathieu Gravel, Jean-François Leblond, Sylvain Bruyère et Michel Terrien ont tous passé dans les stages à Hockey Québec. Et Hockey Québec est très, très fier de s'associer donc aux Canadiens. Et on remercie l'organisation des Canadiens, M. Verret, Angelo, tous les gens qui gravitent autour. Donc, mon nom est Jean-François Mouton. À la prochaine. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Nicolas Mainville, vice-président du conseil d'administration de Hockey Québec, à prendre la parole.